Faites attention à la femme qui apparaît sur ces images. Il est presque 2 heures du matin et elle vient tout juste d'atterrir. Elle marche avec sa valise jusqu'à ce qu'on la voie monter dans un Uber. Personne ne s'en doutait, mais ce sont les dernières images de cette jeune femme en vie. Et en enquêtant sur ce qui s'est réellement passé, les enquêteurs ont découvert qu'elle menait une double vie que personne n'aurait pu imaginer, et cette double vie a fini par causer sa mort. Salut à tous, ici Sou, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez, comme moi, les histoires étranges, faits divers, théories du complot et curiosités folles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aimez, commentez et partagez, ça aide beaucoup sur la chaîne. Comme vous le voyez, voici notre nouveau membre, Max. Non, les amis. Je ne suis pas enceinte parce que beaucoup de gens ont commenté sur la dernière vidéo en pensant que j'étais enceinte, mais ce n'est pas une grossesse. Non, les amis, c'est juste hamburgers et bière, d'accord? Allez, on passe à la vidéo. Nous allons commencer par faire connaissance avec le personnage principal de l'affaire d'aujourd'hui, Mackenzie Lewick, née en 1996 en Californie, dans la ville d'El Segundo, près de la plage. Deuxième de 4 enfants et unique fille, elle était la princesse de la maison, la fille en or. Élevée dans une famille liée à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, une église mormone, elle a grandi dans cet environnement très typique de famille unie, avec des valeurs traditionnelles, beaucoup de contrôle, beaucoup d'attentes, vous voyez. À l'école, même si Mackenzie était considérée comme un peu timide, elle était nageuse dans l'équipe de natation de l'école et jouait aussi au water-polo. Elle participait à des projets en dehors de l'école et a même créé un club de sensibilisation au cancer du sein. Autrement dit, aux yeux des gens de l'extérieur, elle était la définition même d'une fille bien, responsable, studieuse, sportive, appréciée de ses amis, proche de la famille de sa grand-mère, qui était l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Personne n'imaginait que, derrière cette image parfaite, il y avait une partie de sa vie dont sa famille n'avait absolument aucune idée. Tu vas voir. Après le lycée, Mackenzie déménage à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, pour étudier à l'Université de l'Utah. En parlant de l'Université de l'Utah, nous avons fait cette vidéo ici sur une affaire qui s'est passée dans cette université et qui va vraiment t'énerver. Si tu ne l'as pas vue, je mets le lien en description et commentaire. Vas-y vite, ça vaut le coup. Mais pour revenir à l'université, elle s'en sortait vraiment très bien. Il ne lui restait qu'un petit semestre avant d'obtenir son diplôme en soins infirmiers et en plus, elle travaillait dans une entreprise qui faisait des tests de laboratoire. Ainsi, elle gagnait déjà de l'expérience en santé. Elle gagnait aussi un peu d'argent pour aider ses parents à payer ses frais universitaires et ses dépenses courantes. Mais l'une des choses qui a eu le plus d'impact dans sa vie, c'est qu'elle a rejoint une sororité qui est un peu comme ces fraternités qu'on voit dans les films américains. Tu vois, sauf que c'était uniquement une confrérie féminine, donc elle vivait dans une maison avec d'autres filles de cette sororité. Pour cette jeune fille timide issue d'une famille religieuse, vivre avec de nouvelles personnes a eu un fort impact et a commencé à modifier sa personnalité. Même si tout semblait parfait, pour ceux qui voyaient ses réseaux sociaux, ils pensaient qu'elle était une gentille fille, la plus heureuse du monde. En 2018 et 2019, elle a débuté une thérapie et pris des médicaments contre la dépression. Dès lors, elle a tenté d'autres approches concernant son estime de soi et son image. En juin 2019, la grand-mère de Mackenzie est décédée. Très proche, cette perte l'a profondément marquée. Mackenzie a pris un vol pour la Californie pour assister aux funérailles et passer quelques jours avec sa famille. Après ce temps à la maison, alors que tous faisaient leur deuil, le jour du retour à l'université arriva. Ses parents la déposent à l'aéroport, lui disent au revoir, pensant qu'ils la reverront à la fin du semestre. Le 17 juin 2018, son avion atterrit à Salt Lake City à 1h35 du matin. Les caméras de l'aéroport enregistrent tout. Elle sort de l'avion, va chercher ses bagages, puis quitte l'aéroport avec sa valise. Dès qu'elle allume son téléphone, elle envoie un message à sa mère. « Je viens d'atterrir, je t'aime, maman ». C'est un message normal, affectueux, que n'importe quel enfant enverrait. Il n'y a rien qui semble, disons, hors du commun. Qui ici envoie des messages à sa mère? Dès qu'elle atterrit, je le fais toujours. Ensuite, les caméras la filment, montant dans un Uber vers 14h40 du matin. C'est la dernière fois que Mackenzie est vue vivante. Sa mère n'a découvert le message de sa fille qu'au réveil le lendemain matin. Elle répond, mais remarque aussitôt quelque chose d'étrange. Le message n'a qu'une seule coche, vous voyez? C'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu son message. Ses parents pensent qu'elle est fatiguée. Arrivée tôt, elle a sûrement éteint son téléphone pour dormir. Cependant, durant les 2 jours suivants,
Mackenzie reste silencieuse. Elle ne répond ni aux messages de ses parents et amis, ni aux appels qui basculent sur la messagerie vocale. Au début, la famille essaie de rationaliser. Elle vient de perdre sa grand-mère, peut-être qu'elle voulait juste rester seule, sans parler à personne, non? Je ne sais pas, elle est en deuil, mais peu à peu une autre peur s'installe, tu vois? Parce que certains signes sont très clairs qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ses parents ont contacté l'université et ont découvert qu'elle avait manqué les cours ces derniers jours. En plus, elle a dit qu'elle devait rendre un examen en ligne, que c'était super important et qu'elle étudiait énormément, mais elle ne l'a pas envoyé. Son père a appelé le laboratoire où elle travaillait et on lui a également dit qu'elle avait été absente ces derniers jours. C'est là que ses parents ont commencé à paniquer et il était clair que quelque chose de grave s'était passé le 20 janvier. Son père, Greg, n'en peut plus et décide d'appeler la police de Salt Lake City pour demander un contrôle de bien-être. Une demande est faite pour qu'il vérifie chez elle si tout va bien. La police se rend alors à la maison où elle vivait avec les autres filles de la confrérie. Là-bas, ils trouvent la voiture de Mackenzie dans le garage et ses affaires intactes dans sa chambre, comme elle les avait laissées. Et la valise avec laquelle elle avait été vue sur les caméras de sécurité de l'aéroport n'était pas là. Les policiers ont vite conclu qu'elle n'était jamais rentrée après avoir pris la voiture de l'application à l'aéroport. En apprenant cette nouvelle, la famille commence à paniquer là-bas en Californie. Mais écoutez bien la réaction de la police de Salt Lake City. Ils affirment qu'elle a 23 ans, qu'elle est adulte, et a priori, il n'y a aucun signe de crime. Elle a peut-être décidé de disparaître pendant un certain temps. Ce n'est pas illégal pour un adulte de disparaître de son plein gré, n'est-ce pas? Oh, chipipi. Mon amour, tu veux descendre? Je pense que je vais le faire descendre. Ce n'est pas mieux. Mon amour, tu vas descendre. Descends, après moi. Ils envoient même un message sur son portable disant « Tu es adulte, tu as le droit de ne pas parler à quelqu'un et de monter si tu veux. Nous avons juste besoin d'être sûrs que tu es en sécurité. Contacte-nous, nous ne donnerons ta localisation à personne sans ton autorisation. » C'est joli en théorie, mais décourageant pour la famille, non, mes amis? Pendant ce temps, en coulisses, les enquêteurs commencent à essayer d'obtenir des mandats judiciaires pour connaître les détails de la course sur l'application, identifier qui était le chauffeur et retracer les données du compte de l'application. Mais tout cela prend du temps et chaque jour qui passe, la chance de retrouver quelqu'un en vie diminue. Pendant que la police avance à ce rythme d'escargot, le père de Mackenzie décide de mener sa propre enquête. Tu vas voir. Il accédait à ses comptes bancaires pour envoyer de l'argent et a alors remarqué quelque chose d'étrange. Ces derniers mois, Mackenzie ne demandait plus d'argent comme avant. Il a vu sur le relevé qu'elle avait acheté des meubles chers pour sa chambre. Il savait très bien que, même en travaillant, son salaire n'expliquait pas ce niveau de dépenses. En analysant le relevé, il trouve d'autres choses qui l'ont rendu méfiant. Il y avait plusieurs dépôts en espèces effectués directement au guichet, sans origine claire, des montants variés, à des dates différentes, mais toujours de 300 $ ou plus. Il est resté là sans comprendre. Si cet argent ne vient pas du travail, alors d'où vient-il, mes amis? Alors que les enquêteurs convoquent les amis proches de Mackenzie pour témoigner, ils découvrent quelque chose d'inimaginable. En plus de bouleverser l'enquête, cela allait aussi changer à jamais l'image que la famille de Mackenzie avait d'elle comme fille parfaite, non? Des amis de la sororité racontent que Mackenzie utilisait Tinder pour rencontrer des hommes plus âgés, pour des rencontres occasionnelles, en échange de cadeaux. Les amis ont aussi raconté qu'elle avait envie de travailler comme stripteaseuse dans un club local appelé Exotic Kitty, un club pour gentlemen. Tu sais, elle avait même déjà un entretien d'embauche prévu dans ce club pour la semaine suivant sa disparition. Cela vous a surpris et vous trouvez la situation mauvaise? Attendez, ça va empirer. Les enquêteurs ont trouvé son profil sur un site appelé Seeking Arrangement. Ce site est justement fait pour connecter des sugar babies avec des sugar daddies. Pour ceux qui ne savent pas, les sugar babies, ce sont de jeunes femmes jolies qui acceptent de rencontrer des hommes plus âgés en échange de cadeaux. Parfois, c'est une allocation en argent, parfois ils perdent ton loyer, tes factures. Et tu as déjà compris, n'est-ce pas, comment ça fonctionne? Les sugar daddies sont ces hommes souvent plus âgés et riches. En théorie, les sugar babies ne doivent pas forcément coucher avec leurs sugar daddies. Elles proposent de la compagnie, des rendez-vous et des dîners pour discuter. Mais tu vois, voilà. Mes amis et les siens ont dit que ce n'était pas le cas de Mackenzie. Non, elle allait vraiment jusqu'au bout avec les hommes rencontrés en ligne. Les amis ont raconté que Mackenzie avait 2 sugar daddies qui la soutenaient. À ce moment-là, elle conseillait ses amis voulant entrer dans ce milieu, expliquant comment choisir, négocier et se protéger. Imaginez la réaction des parents et frères et sœurs mormons de Mackenzie en découvrant tout cela, mes amis.
La fille en or, la petite princesse de la famille, menait une double vie et cette autre vie n'avait rien d'innocent. Non. Pour eux, elle était toujours la fille religieuse, sportive, presque infirmière. Pour ses amis, elle était devenue la fille expérimentée, délurée, qui savait comment gagner de l'argent, sortir avec des sugar daddies et peut-être même être stripteaseuse. Après presque une semaine, les policiers ont enfin obtenu un mandat pour lever le secret du compte Uber de Mackenzie. Ils ont ainsi identifié le chauffeur qui l'avait prise à l'aéroport. Il a été convoqué à témoigner et a confirmé qu'il avait pris la passagère vers 2h40 du matin. Le 17 juin, elle était seule avec une valise. Mais ils ont alors trouvé une preuve qui allait tout changer. Tu verras. Mackenzie n'avait pas mis sa maison comme destination, mais plutôt une place appelée Catch Park. Le chauffeur trouvait étrange qu'une jeune fille veuille aller dans un parc en pleine nuit, tu vois. Mais pendant la course, ils ont discuté et elle avait l'air détendue. Tu sais, elle a parlé de tout et de rien, et tout semblait normal. À 3h du matin, en arrivant au parc, une voiture était déjà garée avec un homme à l'intérieur, aperçu par le chauffeur. Mackenzie est sortie de l'Uber, elle a remercié le chauffeur et s'est dirigée vers cette voiture mystérieuse. Le chauffeur a même dit qu'il a entendu Mackenzie saluer l'homme, comme si elle disait « Salut, ça va ?» Quand elle s'est approchée de la voiture, pour le chauffeur, il était clair que Mackenzie connaissait cet homme et semblait en sécurité. Il semblait se connaître. J'ai seulement entendu des salutations simples. Comment tu vas? Comment ça va? La situation semblait très sûre. Elle connaissait évidemment la personne avec qui elle montait dans la voiture. Voici la question que tout le monde se pose. Qui était cet homme qui l'attendait dans le parc? Au début, ils ont cherché les images des caméras de surveillance du parc, mais ils ont découvert que ces caméras étaient factices. Elles servaient juste à faire croire que l'endroit était surveillé. Sans images, la police se tourne vers la technologie. Ils traquent tous les téléphones portables qui se trouvaient dans la région du parc. À cette heure-là, comme il était très tard dans la nuit, ils n'ont trouvé que 3 téléphones portables qui étaient actifs dans les environs. L'un était à Mackenzie, un autre au chauffeur, et le 3e à cet homme mystérieux, non. D'autant plus qu'ils ont découvert que ce téléphone avait échangé des messages avec celui de Mackenzie juste avant la rencontre. Le puzzle s'assemble, une sugar baby, un sugar daddy potentiel. Un rendez-vous en pleine nuit dans un parc encore vide, il s'avère que ce n'était pas une disparition ou un enlèvement aléatoire. Elle était montée, de son plein gré, dans la voiture d'une personne en particulier. Mais qui est cet homme et qu'est-ce qu'il lui a fait? Cet autre téléphone portable appartient à un homme appelé Ayola Adjei, plus connu sous le nom de Ajia. JS est né au Nigeria et plus tard, il est allé aux États-Unis où il a également étudié. À l'université de l'Utah, il a suivi plusieurs cours sans obtenir de diplôme. Il a rejoint la garde nationale de l'Utah mais n'a pas fini sa formation et a été renvoyé. Il a tenté une carrière de mannequin, tourné des publicités, puis d'écrivain, publiant un livre, mais ce fut un fiasco. Actuellement, il travaillait comme professionnel de l'informatique, c'était un homme très poli, il s'exprimait bien et se présentait comme un expert en informatique, très réussi et avec beaucoup d'argent. Mais derrière cette image, il a un passé assez lourd. Son ex-femme Tanisha a déclaré qu'il était très agressif quand elle a voulu rompre. Elle a subi des menaces d'enlèvement. Il a essayé de l'attacher avec un fil de téléphone, elle a dû sauter par la fenêtre pour s'enfuir, pendant qu'il l'attaquait avec un couteau. Regardez mes amis, un autre détail macabre. Dans son livre de fiction, intitulé Forge Identity, il parle de violences brutales, de lynchage, de mort et de traumatisme. C'est horrible. Avec cette information, la police obtient un mandat pour perquisitionner la maison des Agi. Ils s'y rendent, frappent à la porte et Agi semble surpris. Ils tentent de discuter avec les policiers pour comprendre la situation. Ils ne sont pas là pour discuter. Ils présentent le mandat, entrent et fouillent partout, chambre, sous-sol, garage. Mais rien, aucune trace de Mackenzie ni d'indice pour l'enquête. Mais dans le jardin, quelque chose attire l'attention. Une zone de terre avait visiblement été récemment remuée. Dans cette zone, ils remarquent des indices que quelque chose avait été brûlé, comme s'il avait fait un feu de camp là. Les enquêteurs ont interrogé les voisins qui ont rapporté que, quelques jours auparavant, il y avait eu un grand feu avec une odeur horrible venant du jardin de Agi. La voisine est même sortie de chez elle, car le feu était si haut qu'elle pensait que sa voiture, qui était garée là, risquait quelque chose. La police amène un chien renifleur dressé pour localiser des restes humains. Le chien court vers cette zone et s'allonge, et c'était le signe qu'il avait senti quelque chose. Les policiers ont continué à fouiller la cour et ont trouvé des morceaux de tissu brûlés, des fragments d'os et quelque chose qui ressemblait à du tissu humain partiellement brûlé. Il était clair que ce n'était pas simplement une autre disparition.
Ils étaient face à une affaire d'homicide et de dissimulation de cadavres. Ainsi, A.J. est arrêté, même déjà en détention. Lors des premiers interrogatoires, J tente de paraître innocent et victime d'injustice. Il affirme utiliser Sugar Babies, Seeking Arrangement uniquement pour discuter. Il dit aussi ne pas se souvenir s'il a vu Mackenzie là-bas. D'accord. Comment expliquez-vous que votre téléphone était dans ce parc cette nuit-là? Il a donné une excuse bidon qui n'avait ni queue ni tête, en disant que le Wi-Fi de chez lui était ouvert parce qu'il louait les chambres sur Airbnb. Et que quelqu'un aurait pu cloner son adresse IP. Franchement, vous y croyez, vous? Ce serait plus crédible s'il disait qu'une licorne rose avait volé son téléphone et s'était promené dans le parc la nuit. Il a affirmé que la nuit du crime, il était chez lui. Mais bien qu'il ait plusieurs caméras de sécurité chez lui, y compris dans sa chambre, il a refusé de fournir les images censées prouver son innocence. Ali a affirmé être chez lui lors du crime. Pour le feu de camp, il dit brûler souvent des ordures et vieux vêtements. D'accord. Si l'affaire est déjà mauvaise, attends, ça va empirer. Alors que les informations sur l'affaire envahissent la télévision et Internet, un détail rend tout cela encore plus macabre. Un entrepreneur, après avoir vu la maison de A.J. à la télévision, contacte aussitôt la chaîne et la police. Il raconte que quelques mois plus tôt, il s'était rendu dans cette même maison pour faire un devis, et que A.J. lui avait demandé de construire une pièce secrète. Dans cet espace sous la véranda, semblable à un sous-sol caché, Aja a raconté qu'il sortait avec une femme mormone dont la religion interdit l'alcool. Il voulait construire une pièce secrète pour pouvoir garder sa collection de boissons et aussi pour pouvoir boire en cachette de sa petite amie. Mais ce qui a rendu l'entrepreneur méfiant, ce sont les détails et les exigences que Ponchiji voulait qu'on construise. Dans la pièce, il voulait qu'il y ait une isolation phonique totale pour que personne ne puisse entendre ce qui se passait à l'intérieur. Il a demandé à ce que la porte ait une serrure biométrique qui ne s'ouvrirait qu'avec son empreinte digitale. Le plus étrange, c'est qu'il a exigé l'installation de plusieurs crochets au plafond et sur les murs. Ces demandes ont rendu l'entrepreneur méfiant, il a décidé de ne pas accepter le travail. Et il a un peu oublié cette histoire. Mais en voyant le visage de Aji à la télévision, il a failli tomber à la renverse. Jamais, personne ne m'a jamais posé une question pareille. Je tremble en ce moment, mon cœur bat la chamade et je suis presque en train de pleurer, c'est effrayant, j'ai de la peine pour cette fille. Difficile de ne pas imaginer à quoi il destinait une pièce secrète, isolée, avec des crochets au plafond et une serrure biométrique, non? Tout indiquait que Aji était coupable, mais tant qu'il ne trouvait pas de corps, il était encore considéré comme innocent. Au cours de l'enquête, Aji a été libéré et a répondu librement. La mission était désormais de retrouver le corps de Mackenzie. Encore une fois, la localisation du téléphone portable de Aji a permis de le retrouver. Bien qu'en liberté, les enquêteurs suivaient Aji et analysaient ses déplacements. Les enquêteurs ont vu que le 25 juin, après la première visite de la police chez lui, lorsque les policiers se sont méfiés de cette zone où la terre avait été récemment remuée. Tu vois? Dans la cour, le téléphone de A.J. a été localisé dans le Logan Canyon, une zone montagneuse boisée à plus d'1 heure de Salt Lake City. Il est resté là-bas 2 heures. Il y a anguille sous roche, non? La police, guidée par la trace numérique du téléphone, a découvert une tombe peu profonde cachée sous des branches et des feuilles dans la région. À l'intérieur, il y avait un corps partiellement brûlé, les mains attachées dans le dos. Les examens ont confirmé qu'il s'agissait de Mackenzie Lueck. J a de nouveau été arrêté. Il séjournait chez un ami et la police s'y est rendue, avec une équipe d'élite et tout était prêt pour son arrestation. J a finalement tout avoué sur cette nuit. Il avait fixé un rendez-vous avec Mackenzie sur Sugar Babies et l'a emmené chez lui. Une fois arrivé, il l'a maîtrisée, lui a lié les mains et a commencé à l'étrangler. Elle le suppliait d'arrêter, mais il s'en fichait complètement. Elle est tombée à moitié évanouie, mais encore vivante. Il a alors pris sa ceinture et frappé la tête de la victime avec la boucle, causant un traumatisme et une hémorragie cérébrale. C'est la cause officielle de sa mort. Après cela, il a essayé de brûler le corps dans le jardin avec de l'essence, mais surpris par la voisine, il a éteint le feu et l'a enterré dans le jardin. Après la première visite de la police, il a craint leur retour. Il a déterré le corps, l'a transporté en voiture jusqu'à Logan Canyon et l'a enterré dans une fosse peu profonde où il a été retrouvé. Mais alors tu me demandes pourquoi il a supprimé Mackenzie? Ils s'étaient déjà rencontrés et avaient une relation de sugar daddy et sugar baby. Est-ce qu'ils se sont disputés, se sont chamaillés et que les choses ont dégénéré, n'est-ce pas? Non, rien de tout ça, mes amis. J a avoué qu'il avait tout planifié, à tel point qu'il avait déjà désactivé le système de caméra de sa maison
avant même de sortir pour retrouver Mackenzie au parc. Et la raison de ce crime est macabre. Il voulait simplement savoir ce que ça faisait d'effacer quelqu'un. Vous pouvez y croire? Pendant le procès, G a conclu un accord avec le procureur pour éviter la peine de mort. Il a plaidé coupable d'homicide et de profanation de cadavres. Il a ainsi échappé au couloir de la mort, mais a été condamné à la perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Au moins ce monstre va pourrir en prison, n'est-ce pas, hein? Et pendant le procès, d'autres femmes qu'il avait rencontrées en ligne se sont manifestées et l'ont accusé d'agression sexuelle. Elles n'avaient pas porté plainte auparavant, par peur qu'il ne se venge. Donc voilà les amis, quelle affaire lourde, n'est-ce pas? Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Mackenzie menant une double vie, sage d'un côté, dévergondée de l'autre? Écoutez, pas de jugement ici, d'accord? Le seul coupable, c'est ce monstre de Agi qui a commis cette atrocité. Cette histoire est un exemple pour les filles. Soyez prudentes avec ces applications. Surtout quand une rencontre est pour de l'argent en échange de plaisir. On ne peut jamais vraiment savoir qui est la personne de l'autre côté du chat, donc voilà. Prenez soin de vous, faites attention à qui vous rencontrez en ligne, et s'il vous plaît, ne me taguez pas. Rendez-vous dans un parc désert à 3h du matin. D'accord, c'est tout, les amis. Vous avez aimé la vidéo? Laissez déjà votre like, abonnez-vous à la chaîne, profitez-en, regardez cette merveille, s'il vous plaît, c'est Max, d'accord? Et partagez avec ceux qui aiment tout voir ces histoires trop folles. Envoyez-leur tout de suite, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt.